Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors, les symétries ne sont pas toujours respectées. Il y a des situations où la symétrie ne s'applique pas. Par exemple, si on prend la symétrie par rotation, si on prend un cube, il n'y a pas de symétrie par rotation. Si, des rotations de 90 degrés, le cube a changé, mais une rotation quelconque va changer l'orientation du cube et on n'aura plus la même situation. Donc, une symétrie n'est pas toujours respectée. Dans ce cas-là, on parle de symétrie brisée. Il peut aussi arriver que la symétrie est respectée, mais pas toujours, pas en permanence. Dans ce cas-là, le système peut être symétrique, puis évoluer et se retrouver dans une situation où la symétrie est brisée. Cela peut être dû à une influence extérieure. Par exemple, si on applique une force externe, ou par exemple un champ magnétique, qui donnerait une orientation privilégiée. Dans ce cas-là, la symétrie est brisée par une action externe. C'est un peu comme pour le cube, où la situation est telle que la symétrie n'est pas appliquée. On parle de symétrie brisée explicitement. Ce qui peut arriver, c'est que le système évolue de lui-même, spontanément, vers une situation où la symétrie est brisée. On parle alors de brisure spontanée de la symétrie. C'est le cas le plus intéressant pour nous. Prenons quelques exemples pour l'illustrer. Considérons une colonne verticale, un piquet, mince, long, et appuyons dessus avec une force verticale. Même si le piquet est bien symétrique, bien rond, bien homogène, et même si on applique la force avec verticalement, vraiment verticalement, au centre du piquet, il arrive à un moment donné où il va plier. Donc au début, on a le piquet qui est comme ça, puis on applique une force légère dessus, puis une force de plus en plus grande. Au début, il va commencer à se déformer, à se tasser. Et puis, quand on va appliquer une force très forte, il va brusquement plier. Ce phénomène est bien connu. Si vous prenez une longue tige et que vous appuyez dessus, à un moment donné, elle plie. Ce phénomène s'appelle le flambage. Phénomène bien connu en physique des matériaux, pour la résistance des poutres, des choses comme ça. Le flambage peut être très destructeur, parce qu'il se produit brusquement et à des forces beaucoup plus faibles qu'il ne faudrait pour totalement écraser une colonne. Le fait qu'à un moment donné, il plie est dû à des perturbations, même infimes. La moindre perturbation, même infinitésimale, finit par diverger et le système plie. Le système, au départ, est parfaitement symétrique, par rotation, autour de l'axe du piquet. Le système est bien cylindrique, identique dans toutes les directions, la force est verticale, donc tout est symétrique par rotation autour de l'axe du piquet. Mais après flambage, il y a une direction privilégiée, la direction dans laquelle il a plié, et donc la symétrie par rotation est perdue. Il y a donc brisure spontanée de la symétrie. Alors, la direction dans laquelle il plie, elle est aléatoire. En réalité, pour les objets macroscopiques, comme un piquet, ce n'est pas tout à fait le cas de ce qu'on verra en théorie des champs, mais pour un objet macroscopique comme un piquet, il y a toujours des petits détails microscopiques dans la structure du matériau qui vont jouer sur les faiblesses du piquet et qui vont entraîner une orientation particulière. Mais à notre échelle, au moins, le piquet flambe dans une direction totalement aléatoire. Un autre exemple intéressant, c'est la solidification. Donc quand un liquide refroidit et se solidifie, comme l'eau qui devient de la glace. La plupart des substances solidifient en formant des structures cristallines. C'est une des structures les plus abondantes qui existent. Il y a des structures plus complexes, comme des structures fibreuses, surtout pour des produits organiques, ou des structures amorphes, comme le verre. Mais en réalité, la plupart des matériaux sont cristallins. C'est le cas de
presque toutes les roches, une petite exception pour l'amiante qui est fibreuse, ou alors les métaux. Tous les métaux forment des cristaux, même si ce n'est pas flagrant. Parce qu'en fait, souvent, les cryptos sont tout petits, minuscules, chaque cristal est orienté différemment, aléatoirement, et comme le métal est très ductile, très malléable, on ne distingue pas de plan de cristal. Et donc, on a une surface lisse et homogène, alors qu'en réalité, il est formé de nombreux cristaux. Parfois, avec certains métaux, comme l'aluminium en particulier, s'il est poli, avec une très très grande finesse, et qu'on le met en lumière rasante, on peut parfois apercevoir les formes des cristaux dans le métal. Donc, ce qu'on a au départ, c'est un liquide avec des atomes ou des molécules qui se baladent dans tous les sens aléatoirement. Et puis, ça solidifie en formant un réseau cristallin bien régulier. Par exemple, ici, je dessine un réseau cubique. De nombreuses structures existent, ça dépend des molécules et des atomes impliqués. Structure hexagonale, etc. Et au départ, le système, avec des molécules qui vont dans tous les sens, est totalement homogène et isotrope, au moins sur une petite durée. Le temps que les molécules changent de place, toutes les positions possibles sont occupées, on a un milieu homogène et isotrope. Mais après solidification, ce n'est plus le cas. Par exemple, ici le système étant homogène, il est invariant par translation. Mais ici, pour le cristal, ce n'est pas le cas. Sur le décal, donc ça c'est ce qu'on appelle une maille cristalline, sur le décal d'une distance plus petite que la taille d'une maille, alors on obtient un système légèrement décalé, différent. Donc il y a la perte de la symétrie par translation, de même pour les directions. Le système est isotrope, le même dans toutes les directions, mais après cristallisation, il y a des directions privilégiées qui se voient particulièrement bien sur les cristaux qu'on retrouve en bijouterie, donc les gemmes comme les rubis, les saphirs, les diamants, etc., où on voit parfaitement bien les plans cristallins qui ont souvent des propriétés optiques très particulières à ces cristaux. Alors, on a donc une perte de la symétrie par translation, par rotation, presque toutes les symétries sont perdues. Mais dans quelle direction? À nouveau, là, c'est aléatoire. Parce que les premières molécules vont se fixer un peu n'importe où, souvent sur ce qu'on appelle les centres de nucléation. Ça peut être des poussières ou des irrégularités dans les parois des récipients. Ils vont se fixer un peu n'importe où, n'importe comment, ce qui va, au final, donner l'orientation du cristal quand les molécules et les atomes vont s'accumuler. Donc, on a une rupture, une brisure spontanée de la symétrie avec des directions privilégiées aléatoires. Notons qu'on a ici quelque chose de très particulier, qui est très fréquent dans ce genre de brisure de symétrie, c'est l'existence d'une énergie liée au changement de situation. Du fait que les atomes et les molécules se lient ensemble, il y a une certaine quantité d'énergie qui est perdue, enfin, la quantité d'énergie diminue grâce aux liaisons, et cette énergie va être dissipée, par exemple en refroidissant le milieu. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente de solidification. Ça se voit bien quand on solidifie de l'eau, parce qu'au début on a la formation d'un peu de glace, le milieu est alors à 0 degré, y compris l'eau, et il faut continuer à pomper de la chaleur, à refroidir dans un frigo par exemple ou un congélateur pour arriver à solidifier totalement le matériau. Donc il faut retirer de l'énergie, la chaleur latente, pour arriver à la solidification complète. Notons que cette énergie cette chaleur latente est liée à la brisure de symétrie. C'est parce que l'énergie est plus basse dans cet état lié que le système se met spontanément dans cet état qui peut être brisé
qu'il peut être rompu pour retrouver l'état liquide que par apport d'énergie. Et donc le système voit sa symétrie brisée spontanément par simplement libération de l'énergie qui est en excès. Un autre cas fort intéressant, c'est le ferromagnétisme. Alors qu'est-ce que c'est le ferromagnétisme? Mais ce sont les aimants. Les aimants ordinaires, tels qu'on trouve ceux dans le commerce, hein, les aimants pour frigo, les aimants dans les haut-parleurs. Certaines substances, des composés, des alliages ou certains éléments natifs, comme le fer, le nom de ferromagnétisme, possèdent un moment magnétique, c'est-à-dire que chaque molécule ou chaque atome de fer, présente une petite aimantation. Donc chaque atome est comme un petit aimant. Et pour des raisons liées à la mécanique quantique, que je ne vais pas décrire ici, ces petits aimants ont tendance à s'aligner les uns à côté des autres. Si la température est élevée à cause de l'agitation thermique, des vibrations des atomes dans le métal, les orientations des atomes vont changer en permanence et il n'y aura pas d'alignement. Dans ce cas-là, si on regarde le matériau, on voit que les aimantations sont quelconques dans tout le matériau. Par contre, quand la température baisse, en dessous d'un certain seuil, appelé température de Curie, puisque c'est lui qui a mis ça en évidence, et le Curie de la radioactivité, ça faisait partie de ses premiers travaux, avant qu'il travaille avec Marie Curie, avec celle qui deviendra sa femme. Donc la température de Curie, en dessous de la température de Curie, l'agitation thermique devient suffisamment faible pour que tous les aimants s'orientent les uns par rapport aux autres. Et à ce moment-là, les atomes se retrouvent tous alignés avec quelques petites variations, tant qu'il y a encore un peu d'agitation thermique, mais globalement, ils sont alignés avec une aimantation globale, donc formant ainsi un aimant. Morceau de fer, à température ordinaire, est sous la température de Curie, mais la plupart du temps, un morceau de fer n'est pas aimanté, simplement parce que il se forme des domaines où chaque aimantation est orientée différemment. Et donc, globalement, il n'y a pas d'aimantation. Il faut appliquer un champ magnétique extérieur pour forcer tous les domaines à prendre la même direction. Certaines exceptions existent avec la magnétite naturelle qui s'oriente globalement spontanément. Et justement, puisqu'on parle de l'orientation de cette aimantation, là aussi, comme pour la solidification, c'est aléatoire. Les aimants atomiques sont orientés un peu n'importe comment, ils commencent à s'aligner, ils vont peut-être tous s'aligner comme ça, ou ils vont peut-être s'aligner comme ça, aléatoirement, et ils vont tous s'aligner dans une certaine direction. Et en gros, il y a une perte de symétrie, puisqu'ici le système est indépendant de la direction, tandis que là, il y a une direction privilégiée qui fait qu'on a une perte de la symétrie par rotation. On parle en physique de transition de phase, de changement de phase. On passe d'une phase à une autre, une phase ordonnée à une autre phase ordonnée. Par exemple, pour la solidification, on passe de la phase liquide à la phase solide. On parle de transition de phase du premier ordre, qui est caractérisée par le fait que pendant la transition, les deux phases cohabitent, un glaçon dans de l'eau. Dans le cas du ferromagnétisme, on passe d'une phase désordonnée, appelée phase paramagnétique, à une phase ordonnée, dite phase ferromagnétique. Et cette fois-ci, on parle de transition de phase du deuxième ordre. La caractéristique est que les deux phases ne cohabitent pas. Au moment où on passe sous la température de Curie, c'est la totalité du matériau qui devient ferromagnétique. Alors tous ces mécanismes de transition de phase font l'objet de théories de développement précis, mathématiques, etc.,
qui sont très importants parce que ces transitions de phase se retrouvent dans beaucoup de phénomènes physiques. Donc ce sont des mécanismes fort importants. Voilà pour l'aperçu de ce qui est de la brisure spontanée de symétrie, qui va nous être très utile. Nous allons retourner à la théorie quantique des champs, et nous allons attaquer le fameux boson de Higgs. Nous allons attaquer dans les prochaines vidéos le champ de Higgs et les bosons de Goldstone. Je vous remercie.